Bonjour à tous, c'est Droitard Fragile. Je vous avais manqué? Non? Eh ben rien à foutre, jaloux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel Ultra Crépidarianisme de la semaine, avec moins de violence que la dernière fois, rassurez-vous. Enfin, je l'espère. Parce que bon, on m'a fait savoir que j'avais été peut-être un peu trop véhément dans le dernier épisode. C'est pourquoi je vais essayer de rectifier le tir ce coup-ci. J'ai bien dit essayer. Sauf que, malheureusement, je m'en prends ce coup-ci de nouveau à une femme. Et ouais, je sais, c'est mon côté oppressif. Que voulez-vous? Mais il faut dire que là, une PLS bien méritée s'impose. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Pas de violence. Respire. Respire. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à Bertie pense. Ou plutôt, Bertie ne pense pas. LOL, humour, blague. Eh oui, ça devient une habitude sur internet de foutre son nom ou son pseudo suivi de esprit critique, bon sens, et de penser que ça va faire illusion auprès des simples d'esprit. Alors Bertie n'a pas une grosse chaîne pour le coup, mais on m'avait recommandé ses vidéos et j'avoue que j'avais pas trop eu le courage de tout regarder, parce que j'ai trouvé ça vraiment bateau. Mais voilà, récemment, on m'a renvoyé un message pour me dire qu'il fallait absolument que je regarde sa dernière vidéo. Et là j'avoue, je n'ai pas été déçu. Oh que non. Parce que Bertille, jeune étudiante à Sciences Po, vient faire la leçon à ce qu'elle appelle les pro-vax. Elle qui pourtant semble tant fustiger les donneurs de leçons qui insultent et maltraitent les pauvres anti-vax, juste parce qu'ils douteraient ou se poseraient des questions. Et donc, on va essayer de voir ensemble pourquoi il y a une différence entre appeler au dialogue, éduquer les gens, les informer, etc. et désinformer et encourager les gens à avoir des comportements irresponsables sous prétexte que le système, il est pas gentil. C'est parti. L'ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme. J'en parle au-delà de ce qu'ils savent avec une assurance qui est proportionnelle à leur incompétence. What? Alors, bon, déjà, je vais pas trop développer le personnage de Bertille parce que je ne le connais pas assez. Mais je voudrais lui donner quelques petits conseils marketing pour sa chaîne. Le nom de ta chaîne, c'est Bertille Pense. Tu as un bandeau avec marqué Les pensées de Bertille. Qu'est-ce qu'il manque pour qu'on comprenne que tu n'as pas le melon? Une vidéo par exemple où tu dis n'importe quoi mais dont la description se résume à Tout est dit? Ah bah quelle chance, elle vient juste de sortir. Alors, je me moque un peu, mais disons que ça me fait toujours rire les gens qui sortent le poncif La droite me dit de gauche, la gauche me dit d'extrême droite, au point de le mettre en description de chaîne, comme si c'était le nouveau gage de qualité et de nuance à la mode. Alors que bon, on va le voir très vite, la qualité et la nuance, ce ne sont pas les forts de Bertille. Et oui, parce que dès le début, ça commence mal. Si vous espérez que d'ici la fin de la vidéo, je vous dise que le vaccin c'est bien ou mal, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Parce qu'à l'heure actuelle, personne ne peut le dire. Alors, est-ce que le vaccin est bien ou mal, mes amis? Mais que veut donc dire cette satanée phrase? C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? Depuis quand la morale intervient dans des considérations scientifiques? Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est bien ou c'est mal? Est-ce que les trous noirs, c'est bien ou c'est mal? Est-ce que le chat de Schrödinger, c'est bien ou c'est mal? Mais encore, si la question était seulement posée par rapport à des découvertes scientifiques comme celles que j'énonce, on aurait pu se contenter de ça. Sauf que là, la question de Bertille, c'est littéralement est-ce qu'un traitement ayant montré son efficacité sur une gigantesque partie de la population et permettant de les protéger contre un virus est bien ou est mal? Ah oui, je me demande bien. Elle pose quand même des bonnes questions, la Bertille. On voit qu'elle a bossé le sujet des vaccins et qu'elle sait de quoi elle parle. Donc bon, j'imagine que ce que Bertille veut dire, c'est peut-être est-ce que le vaccin marche ou pas? Et si c'est bien ta question, pardon de le dire Bertille, mais à l'heure actuelle, tout le monde peut le dire, sauf ceux qui ne veulent pas voir. Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui, j'ai la rage. Donc ça va être le bordel. J'avais pas du tout prévu de parler de ça, parce que je pense que justement, s'il y a bien un sujet où les gens feraient mieux de fermer leur grande gueule, c'est celui-là. Eh bah figure-toi que je suis bien d'accord avec toi. Malheureusement,
certaines personnes comme toi se permettent de raconter n'importe quoi, mais ce sont ceux qui se basent sur des études scientifiques qui devraient arrêter de l'ouvrir. Bien sûr. On est d'accord, Bertie. Depuis le début de cette pandémie, certains se permettent de donner leur opinion sur ces sujets-là, comme si du jour au lendemain, ils avaient tous obtenu un doctorat en médecine. Et oui, ça arrive y compris chez les gens qui défendent le vaccin, sont contre la chloroquine, etc. Et ces gens-là n'ont pas à être défendus. Maintenant, on a aussi des gens qui, depuis le début, font un travail plus que sérieux sur le sujet, sourcent, utilisent la méthode scientifique, etc. Donc c'est vrai que quand quelqu'un qui n'a absolument aucun diplôme, qui ne s'appuie sur aucune source et n'y connaît rien en médecine, enfin, il semble-t-il, vient nous expliquer que les autres devraient fermer leur gueule sur la médecine et la science, je ne peux m'empêcher de trouver une certaine ironie dans le propos. Tu ne crois pas ? Mais puisqu'on a des avocats de la morale partout dans les rues, je vais parler de ce que j'en pense sur ma chaîne à moi. Donc les avocats de la morale envahissent nos rues, nos villes et nos campagnes. Voilà, les fameux avocats de la morale, les scientifiques. Par contre, toi, tu n'en fais pas partie, bien entendu. Tu es exempt de toute leçon de morale. La preuve, cette vidéo n'est absolument pas une leçon de morale géante à l'encontre des pro-vaccins de la part d'une gamine qui poursuit encore ses études à Sciences Po, c'est pas médecine, mais bien un argumentaire structuré, raisonnable et sourcé. Enfin bon, on va y venir. Et je vais commencer par vous raconter des petites anecdotes sur la médecine, en passant. Alors, comment te dire, Bertille ? On va regarder tes anecdotes avec attention, mais une anecdote ne vaut malheureusement pas pour preuve. Tu en as conscience, j'espère. Par exemple, l'histoire du reflux intestinal, tout ce qui est autour de l'ulcère et donc des brûlures. Dans les années 60-70, on considérait que tout ça, c'était des troubles psychiatriques. Et on prescrivait des antipsychotiques. Des antipsychotiques aux gens qui avaient des douleurs d'estomac. Par la suite, on a découvert les ulcères. Et au grand génie que nous sommes, grands médecins, grande médecine que nous sommes, nous avons pensé, par une logique simple, que l'ulcère signifiait que nous avions trop d'acide dans l'estomac. Nous avons donc commencé à prescrire ce qu'on appelle des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons, qu'on fait toujours aujourd'hui. Donc si jamais vous faites partie de ces gens dont les médecins ont le génie de faire ça, dites-leur d'aller se faire foutre. Alors bon, déjà, on va passer sur le fait que cet exemple n'a absolument rien à voir avec le coronavirus et le vaccin. Mais bon, si on peut comparer un virus à des ulcères à l'estomac et un vaccin à un traitement antipsychotique pour ces ulcères, pourquoi s'en priver ? On compare des choses qui n'ont rien à voir, mais bon, franchement, est-ce que c'est si grave ? Oui. Ensuite, tu dis qu'on a prescrit des antipsychotiques aux gens pour leurs ulcères à l'estomac. Alors, tu n'as pas pensé à mettre de source, et même si un article du Figaro parle de médicaments antiacides comme traitement, je vais partir du postulat que tu es de bonne foi et que ce que tu dis est vrai, Bertille. Surtout que je ne connais pas plus que ça le sujet. Par contre, à ce moment-là, je me dois quand même de te faire une petite remarque. Si cette histoire est censée montrer que la science et les scientifiques peuvent se tromper, eh bien, spoiler, oui, ils le peuvent. Et ouais, incroyable. On fait avec les connaissances qu'on a à l'instant T, et nos médecins, après tout, sont aussi humains, faillibles et imparfaits, comme nous. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on parfait nos connaissances au fur et à mesure du temps qu'on n'a pas un truc plutôt efficace qui s'appelle la méthode scientifique. Un truc qui, semble-t-il, a fait ses preuves. Un petit peu comme le vaccin qui est un procédé qu'on connaît depuis bien longtemps. Pasteur, c'est quoi, le 19e siècle ? Et pour ceux qui se méfieraient du terrible ARN messager, je tiens juste à vous signaler que des Français ont reçu le prix Nobel en 1965 pour cette découverte. Mais bon, on n'a pas assez de recul. Par contre, quand Bertille nous sort un prix Nobel de 2016, là, on a du recul. Mais on va y venir. Il s'avère à l'heure actuelle que nous savons qu'en réalité, c'est un manque d'acidité gastrique qui crée le reflux gastrique. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas assez d'acidité dans l'estomac, on ne digère pas ce qu'il y a dans notre ventre, donc les bactéries qui sont dans le ventre dévorent et elles créent énormément d'acide, et c'est ça qui remonte. Alors bon, là aussi, je vais partir du principe que tu es de bonne foi. Encore une fois, je ne maîtrise pas le sujet. Maintenant, plusieurs points. Déjà, ça ne me paraît pas contre-intuitif de penser que s'il y a une remontée d'acide,
alors le problème vient d'un trop-plein d'acidité. Surtout que Helicobacter pylori augmente la sécrétion acide, ce qui a pour effet de baisser le pH. Conséquence qui peut entraîner l'ulcère. Donc, encore une fois, le réflexe de vouloir baisser l'acidité, sachant qu'on ne connaît pas la bactérie en question à ce moment-là, ne me semble pas délirant. Ensuite, il semble que ton explication soit de la vulgarisation poussée à l'extrême et que la réalité est peut-être un peu plus complexe que ça. Mais encore une fois, je m'abstiendrai d'en dire plus sur le sujet, sous peine de moi-même tomber dans l'ultra-crépidarianisme. Et donc, nous avons décrété que nous avions trop d'acide dans l'estomac, et alors nous avions trop d'acide dans l'estomac parce que nous étions trop stressés. Bah c'est logique, hein. Trop de stress égale trop d'acidité, bien sûr. Alors, généralement, quand je raisonne sur certains cas, j'aime bien faire un exercice de pensée. Quand quelqu'un prend une décision, j'aime bien comprendre la raison derrière. Pourquoi a-t-il fait ce choix ? Parce qu'en fait, j'ai tendance à penser que si une décision a été prise ou que quelque chose a été fait, alors il y a une raison derrière. Et parfois, oui, la raison est absurde ou mauvaise. Mais j'évite généralement de conclure rapidement en disant « c'est absurde », sans avoir étudié le sujet, sans chercher à comprendre la démarche des gens qui ont fait ces choix, surtout quand ils sont nombreux. Donc maintenant, la question est, a-t-on décrété que trop de stress égale trop d'acidité comme ça, au doigt mouillé ? Ou alors y avait-il une explication à cela ? Enfin, plus exactement, quelle était la raison de ce choix ? Parce que oui, une raison, aussi absurde soit-elle, il devait y en avoir une. Et selon la Société nationale française de gastro-entérologie, cette raison, c'était la suivante. Pendant très longtemps, on a cru que les ulcères de l'estomac et du duodénum étaient causés par le stress. Cette idée reçue provient du fait que le stress psychologique peut induire ou accentuer des douleurs gastriques, dyspepsie, sans que ce soit forcément lié à un ulcère. Donc, aussi absurde tu puisses la trouver, Bertille, une raison liant stress et douleurs gastriques existait bel et bien. Et donc, tout ça, c'était simplement psy, et donc les ulcères, hein, qui sont, rappelons-le, des trous dans la paroi de l'estomac, n'étaient qu'un symptôme du stress. Aujourd'hui, nous savons que il y a une petite bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori, et c'est elle qui fait des trous dans les estomacs. Et pendant des années, on a envoyé les gens en psy, on a traité les gens de fous, alors qu'ils étaient malades. Alors, déjà, on peut être fou et malade. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, oui, on a fait une nouvelle découverte. En quoi une maladie et un traitement qu'on étudie à peine seraient comparables à un coronavirus dont on connaît bien certains parents et un vaccin, méthode qu'on utilise pour soigner les gens depuis des siècles. Franchement, je cherche à comprendre. Surtout que la présentation binaire entre stress avant et bactéries après ne semble pas refléter la réalité, puisque je vois que les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène ou l'aspirine et le tabac ont été comptés parmi les possibles causes des ulcères de l'estomac. Aussi, va falloir m'expliquer un truc. Un coup, le stress est responsable de l'ulcère des patients. Le coup d'après, on les traite de fous. Personnellement, quand je veux essayer de réduire le stress de quelqu'un, j'évite de le traiter de fou. Enfin, je dis ça, je dis rien. Surtout que bon, entre le stress et la folie, il y a quand même un grand écart, tu ne crois pas ? Mais bon, poursuivons. Pendant des décennies, les médecins ont recommandé aux patients de fumer, parce que ça calmait les nerfs. Parce que depuis le début de l'idéologie, de la psychologie, de la psychanalyse et du scientisme... Alors, Bertille, il est vrai que au début du XXe siècle, il y avait des médecins outre-Atlantique qui participaient à des campagnes publicitaires pour vanter les mérites de la cigarette, notamment pour la gorge. Mais cette tendance s'est tassée dans les années 1950, à partir du moment où l'évidence a sauté aux yeux des médecins, le tabac était nocif pour la santé. Mais tout ça n'a semble-t-il rien à voir avec une quelconque idéologie de la psychologie, de la psychanalyse et du scientisme, propos qui ne veut d'ailleurs pas dire grand-chose. La psychologie, c'est une discipline scientifique. C'est certes une science sociale, mais ce n'est pas comparable à la psychanalyse, qui est la discipline inventée par Freud et dont le caractère scientifique est questionnable. Donc, mettre sur le même plan les deux et parler d'idéologie de la psychologie, moi pas comprendre. Ensuite, le scientisme, c'est l'opinion philosophique, de la fin du XIXe siècle, qui affirme que la science nous fait connaître la totalité des choses qui existent et que cette connaissance suffit à satisfaire toutes les aspirations humaines. Certains diraient que c'est en gros la position qui consiste à dire que la seule source de savoir objectif est scientifique et que ce savoir doit organiser le monde des hommes. Où est donc le lien ici avec la psychanalyse ? Ou les gens qui fumeraient de la cigarette pour se détendre ? Franchement, je cherche encore. Surtout que, encore une fois, dès le début des années 1950,
Suite à des études montrant la nocivité du tabac, les médecins ont arrêté d'en faire la recommandation au grand public. On considère que tout ce qu'on ne comprend pas, ou qu'on ne prend même pas d'ailleurs le temps d'essayer de comprendre, est quelque chose qui vient de l'esprit. Oula, ça sort d'où ça? Tu as une source? Ah bah non, je suis con. Tu n'as aucune source pour appuyer ton propos. Comment vous pouvez vous étonner qu'aujourd'hui les gens n'aient pas confiance en la médecine, n'aient pas confiance en la science et n'aient certainement pas confiance en l'État? Oula, du calme. Donc, selon toi, si les gens n'ont pas confiance en la science, c'est à cause des psychologues et des ulcères. Sérieusement. Dans la population, qui est au courant de ce dont elle a parlé? Bien entendu, si les gens n'ont pas confiance en la science, c'est parce que la science se trompe, ce qu'elle n'a jamais nié par ailleurs. Mais ce n'est sûrement pas à cause des mecs qui, toute la journée, font de la propagande anti-vaccin, anti-science et complotiste auprès de leur entourage, sur internet et chez les plus ignorants. Ça non, sûrement pas. Je note aussi un petit tacle à l'État. Bon, je vois pas le rapport avec le reste, mais bon, un petit tacle à l'État, ça fait toujours plaisir. Quel dommage que parfois il ne soit pas responsable de tous nos maux. Ah, si seulement la réalité pouvait être aussi simple, ça nous demanderait tellement moins d'efforts de compréhension. Après qu'on se soit rendu compte qu'on a poussé les gens à fumer pendant des années, alors que c'était cancérigène et que tout le monde le savait très bien. Qui tout le monde? Encore une fois, on l'a rappelé, à partir du moment où des études de grande envergure ont attesté du caractère cancérigène du tabac, les médecins ont arrêté d'en faire la promotion. Et c'est bien normal. T'imagines vraiment que, alors que tout le monde est au courant du caractère nocif d'un truc, un médecin réussisse à en faire la promotion sans avoir des ennuis? Sérieusement? Une dernière petite anecdote pour le plaisir. Oui, vas-y, serre-nous une dernière petite anecdote. Ces 2-3 anecdotes vont me convaincre que la science, les 99% du temps restant, se fourvoie et que le vaccin contre le Covid, ce n'est pas efficace. Le jeûne thérapeutique a été étudié, on a eu le prix Nobel de médecine, je crois que c'était en 2015, pour ses études sur l'autophagie. Donc l'autophagie, c'est se manger soi-même, c'est-à-dire le jeûne. L'autophagie, c'est se manger soi-même, donc le jeûne. Alors non, malheureusement, ce n'est pas ça. Alors pour faire simple, vous avez peut-être vu ça au lycée, mais il existe deux types de cellules. Les cellules prokaryotes, bactéries par exemple, et les cellules eucaryotes, cellules humaines par exemple. Une cellule, si vous vous souvenez, dispose d'une membrane, la frontière de la cellule, d'un cytoplasme et d'un matériel génétique. Dans le cas d'une cellule prokaryote, le matériel génétique baigne dans le cytoplasme. Et dans le cas d'une cellule eucaryote, c'est le noyau qui renferme le matériel génétique. Jusque-là, je pense que ça va. L'autophagie, c'est le mécanisme par lequel les lysosomes, une espèce de cellule qui bouffe les cellules qui ne fonctionnent pas, dégradent le cytoplasme de la cellule concernée. En gros, en vraiment très schématique, c'est un processus pour se débarrasser des cellules mortes du cytoplasme. Et le jeûne n'est qu'un aspect parmi tant d'autres du processus. Oui, il y a bien un lien entre jeûne et autophagie, puisque l'autophagie augmente en cas de baisse de nutriments. Mais non, l'autophagie, ce n'est pas le jeûne. En Allemagne, le jeûne, certains types de jeûnes, sont remboursés, les cures sont remboursées par leur sécu, on va dire ça comme ça. Remboursés. En France, vous parlez de jeûne thérapeutique, votre chaîne, elle saute. Ah bon? Si je parle de jeûne thérapeutique, ma chaîne saute. Bah ça alors, je vais prendre le risque d'en parler alors. Alors, bien entendu, je ne sais pas d'où elle tient une telle information, mais bon, il suffit de faire un tour dans le moteur de recherche de YouTube pour voir que parler du jeûne thérapeutique, YouTube semble en avoir un peu rien à foutre en vrai. Ensuite, on peut parler du jeûne thérapeutique si vous voulez. Oui, le fragile que je suis, qui se laisse mourir de faim en vacances au point de perdre du poids alors qu'il est déjà très mince, aimerait tellement que ce fût pour une bonne cause, comme on lui expliquait à une époque. Mais en réalité, je n'en sais fichtrement rien. Et à regarder différents articles sur internet, il semble que les médecins soient eux aussi dans l'incertitude. En 2014, l'INSERM, qui a évalué pas moins de 351 publications concernant les effets préventifs et thérapeutiques du jeûne, conclut la chose suivante. Concernant la pratique du jeûne, sous encadrement médical, il n'existe à ce jour pas d'études scientifiques suffisamment nombreuses et rigoureuses permettant de conclure quant à son efficacité thérapeutique ou préventive. Et après 2016, donc après le prix Nobel sur l'autophagie, il semble que ce constat soit plus ou moins le même.
en 2017, dans le cadre de maladies comme le cancer, un rapport du Réseau national alimentation cancer recherche conclut qu'il n'existe actuellement pas de preuves scientifiques permettant de dire que le jeûne protège contre le cancer ou améliore l'efficacité des traitements. Au contraire, la perte de poids et de masse musculaire observée chez des patients dans certaines études suggère que celui-ci pourrait aggraver la dénutrition et la sarcopénie, perte de masse musculaire. On peut aussi retrouver en 2019, sur le site de l'hôpital de la Tour, Suisse, un article relatant les effets du jeûne. Il y est dit les choses suivantes. Le jeûne est particulièrement dangereux pour des personnes malades ou ayant une santé fragile. Le corps est en effet déjà en état de stress et le jeûne ne fait que renforcer cet état. Si votre objectif est de maigrir, le jeûne n'est pas la solution. Certes, se priver d'alimentation va mécaniquement engendrer une perte de poids au début, mais l'organisme va mettre en place des stratégies de compensation qui auront pour conséquence directe une reprise rapide de poids après la période de jeûne. Celle-ci pourra même être supérieure à celle précédant le jeûne. Ou encore, d'un point de vue scientifique, aucune étude n'a pour le moment réussi à démontrer que le jeûne était bénéfique pour la santé, qu'il s'agit de détoxifier l'organisme, de maîtriser son poids, de purifier ses organes, ou encore mettre son corps au repos. Et cette tendance se poursuit en 2021, puisque la médecin nutritionniste Mouna Anachi nous dit « Au vu des connaissances scientifiques actuelles, il n'y a aucune indication à prescrire, dans tous les cas en tant que professionnel de la santé, un jeûne thérapeutique. » Donc visiblement, le jeûne thérapeutique est encore considéré comme non bénéfique pour la santé. Mais peut-être que ça changera à l'avenir, qui sait. En tout cas, ce n'est pas le prix Nobel de 2016 sur l'autophagie qui a changé quelque chose à cette tendance. Oui, parce que Bertie, tu sembles faire le lien entre bonne santé et jeûne par l'intermédiaire de l'autophagie, sauf que je ne vois personnellement pas immédiatement le rapport. Par exemple, je constate que, sous l'effet du stress, l'autophagie augmente. Or, est-ce que ça veut dire que le stress est bon pour la santé ? Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu de médecin prescrire de cure de stress. Alors peut-être que c'est parce que le stress a d'autres effets négatifs sur l'organisme. Mais qui me dit que le jeûne n'a pas lui aussi d'autres effets négatifs sur l'organisme ? Comme semblent le sous-entendre certains médecins d'ailleurs. En réalité, si tu regardes, parmi les causes de l'augmentation de l'autophagie, en plus du jeûne et du stress, on a la baisse du taux d'oxygène dans le sang, une infection, des lésions cellulaires type chimiothérapie, etc. Bref, des trucs pas jolis. Donc, je veux bien que tu dises qu'il faut encourager l'autophagie par le jeûne, mais cette autophagie a quand même plus l'air de ressembler à un mécanisme d'aide à l'organisme en situation difficile qu'à une prise de vitamines. Mais bien entendu, si tu as des explications précises à me fournir, je serais ravi de les entendre. Aussi, Bertie, quand tu invoques l'exemple de l'Allemagne en disant que le pays autorise cette pratique, voire la rembourse, j'ai envie de te répondre « Et alors ? Dois-je te rappeler que, jusqu'à récemment, on remboursait en partie l'homéopathie en France. Est-ce que ça faisait de l'homéopathie quelque chose d'efficace pour autant ? Probablement pas. D'ailleurs, j'ai une confession à vous faire. Ma mère me donnait de l'oscillococcinum enfant. Je sais, j'ai tellement honte. Bon, trêve de plaisanterie, on peut rembourser des trucs qui ne démontrent aucun effet particulier. Et l'Allemagne n'a pas attendu le prix Nobel de 2016 pour pratiquer le jeûne thérapeutique, puisque des articles sur le sujet circulaient déjà en 2014 pour évoquer la pratique de cette activité dans le pays et son remboursement. D'ailleurs, Bertie, toi qui sembles fustiger la psychologie, il semble que, à l'époque, les effets observables étaient principalement psychologiques. Mais bon, comme tu le dis plus tard dans la vidéo, on délire, on est fou. Et heureusement que l'Allemagne, elle, rembourse des pratiques sur lesquelles on a tellement de recul et dont les effets sont tellement autres que psychologiques. Ah, elle est belle la raison. Bref, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. C'est pour ça que la suite de ton propos, bof quand même. C'est ça, le problème. La science aujourd'hui n'a plus de logique. La science n'existe plus, si tant est qu'elle ait déjà existé, mais je n'y crois pas. Non. Vous avez raison. À mon avis, je ne vais pas commenter ça. Je ne sais pas ce que le vaccin est et ce qu'il n'est pas. Mais vous non plus. Mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut rien dire. Parce que tu ne sais pas, les autres ne savent pas. C'est absurde. Alors vous devriez vraiment faire profil bas et arrêter de jouer les avocats de la morale sur ceux qui doutent, sur ceux qui ont peur et sur ceux qui n'ont pas confiance. Oui, on devrait tous faire profil bas, toi comprise. Et oui, on ne devrait pas faire de morale, toi comprise. La différence entre toi et nous, c'est que nous, au moins,
on s'appuie sur des études, on fait confiance aux médecins, on raisonne avec la méthode scientifique. Toi qui es si modeste et fais profil bas, sur qui t'appuies-tu pour affirmer haut et fort ce que tu affirmes ? L'objectif des gens qui croient en la science et en la raison, ce n'est pas de dire que vous êtes trop débile si vous vous posez des questions, si vous doutez, si vous avez peur ou si vous n'avez pas confiance. Jamais je ne m'en prendrai à quelqu'un qui n'est pas sûr, qui pense se fourvoyer, qui se pose des questions. J'aurais bien trop de respect pour quelqu'un comme ça. En réalité, Bertie, toi comme moi, on a plus ou moins le même ennemi. Ceux qui font des leçons de morale aux autres en pensant être supérieurs et qui pensent avoir tout compris alors qu'ils ne savent en réalité rien du tout. Tu sais, ces gens qui viennent traiter les vaccinés de soumis au gouvernement, qui viennent nous expliquer qu'ils comprennent tout à la médecine alors qu'ils ne s'appuient sur aucune étude scientifique et ne s'y intéressaient même pas la semaine passée. Ces gens qui viennent moquer et insulter ceux qu'ils appellent les pro-vax. Bref, tu vois de qui je veux parler, non ? Comprenez bien une chose, les sceptiques, les zététiciens, les pro-vaccins, bref, appelez-nous comme vous voulez, on s'en prend à ceux qui militent activement contre la science et ses constats. Oui, nous considérons ces gens qui militent comme dangereux, parce qu'ils ne doutent pas. Ils sont dans une démarche anti-science et une démarche virulente et très active. Ils rallient des adeptes en profitant de leur faiblesse d'esprit et font une propagande qui nuit à notre société, à notre pays, à nos amis, à nos familles, etc. Et ça, désolé, on ne peut pas le regarder sans rien faire. Et toi, malheureusement, avec ce discours, tu ne cherches pas à nuancer et à dénoncer tous ceux qui causeraient du tort. Tu ne t'attaques ici qu'à un seul côté, et tu prends clairement position face à ceux qui défendent notre médecine, en les caricaturant de donneurs de leçons pédants et méchants, qui s'en prennent aux gentils faibles qui doutent et ne font simplement que se poser des questions. Or tu sais, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous devriez vraiment fermer vos grandes gueules. Parce que de toute façon aujourd'hui, les mesures coercitives sont là. De toute façon, on va être obligé. De toute façon, et dictature sanitaire et tout ce que vous voudrez. Mais dire que le vaccin est safe alors qu'on n'a même pas fini les études, que c'est une nouvelle méthode, qu'on ne saura réellement les effets à long terme dans 10 ans, sans compter bien sûr le lobbying. Alors, il faut savoir que, à ce jour, 4 vaccins sont autorisés en France. Tout d'abord celui d'AstraZeneca, Vaxzevria, et celui de Johnson, qui sont des vaccins à adénovirus. En gros, la technique de base qu'on utilise depuis des siècles, qui consiste à injecter un virus inoffensif dans le corps de l'individu pour que son système immunitaire produise des anticorps pour lutter contre le virus une fois qu'il le contractera. Pour rappel, c'est Edward Jenner qui inventa le procédé en 1796 et Pasteur qui le généralisa réellement en 1885. Et ensuite, celui de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna, qui sont tous deux des vaccins qui fonctionnent avec le fameux ARN messager. ARN, ça veut dire acide ribonucléique. Un acide nucléique somme toute assez proche de notre ADN, l'acide désoxyribonucléique. Et le rôle de cet ARN, c'est de servir d'intermédiaire dans la synthèse des protéines. Donc, pour schématiser très succinctement, la cellule produit un ARN messager basé sur son ADN, qui va servir à produire par la suite des protéines. Et cet ARN messager, il a été découvert en 1961 par François Jacob, qui remportera le prix Nobel 4 ans plus tard pour cette découverte. D'ailleurs, c'est cette année-là qu'a été découvert le tout premier coronavirus. Donc franchement, je veux bien qu'on n'ait pas assez de recul, mais tout de même. Combien de temps faudra-t-il attendre ? 50 ? 60 ans ? 200 ans peut-être ? Ou alors 400 ? Certes, l'utilisation de l'ARN messager dans le cadre d'un vaccin est récente, mais ce n'est pas comme si les effets de l'ARN messager n'étaient pas connus depuis longtemps. À vous de voir qui vous voulez croire. Des gens compétents dans leur domaine qui se démènent pour nous proposer une solution à cette crise, ou alors des gens qui ne font que vous agiter on n'a pas assez de recul, pour vous intimider et vous faire peur, alors qu'ils sont incapables de définir ce que veut dire avoir suffisamment de recul, et ne comprennent même pas la technologie dont ils parlent. Aussi, petite parenthèse pour les anti-vax pro-chloroquine. Quand ce sont les vaccins, on n'a pas assez de recul. Mais quand c'est la chloroquine, bizarrement, là on a beaucoup de recul. Franchement, j'aimerais bien savoir pourquoi dans un cas c'est bon, mais pas dans l'autre. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire d'explication pour parfaire mon éducation d'un culte notoire, ok ? J'ajouterai aussi que 1 milliard de personnes ont reçu leurs 2 doses de vaccin pour le Covid et presque 4 milliards leur première dose.
Donc franchement, je pense que l'échantillon est suffisamment large pour constater si, oui ou non, le vaccin est dangereux pour nous. D'ailleurs, sur ces 4 milliards de primo-vaccinés, vous avez entendu combien de faits divers sur le sujet ? 2, peut-être 3. Et ce sont donc ces quelques faits divers sur des milliards de personnes qui vous font peur ? Bordel, si c'est le cas, j'espère que vous ne sortez pas dans la rue le soir. À votre place, j'aurais trop peur. Alors, bien entendu, certains vont dire qu'on n'a pas étudié les effets sur le long terme. Comme le dit Bertille, on ne les connaîtra que dans 10 ans. Enfin, à supposer que ce chiffre tout droit sorti nulle part soit véridique. Parce que oui, 10 ans, c'est généralement le temps de développement d'un vaccin. Mais là, le développement du vaccin est fini. Il a déjà été mis sur le marché. Et ouais, vous avez vu, quand on met le pognon sur la table et qu'il y a urgence, on obtient des effets assez rapidement. Car, en réalité, l'étude à long terme du vaccin se fait plutôt en phase 4, une phase post-commercialisation. Et le vaccin est commercialisé à partir du moment où il est jugé efficace et sûr. Certes, il y a eu une accélération de la procédure. Le vaccin a été commercialisé alors qu'il était encore en phase 3. Mais Pfizer et Moderna ont pu commencer à commercialiser leur vaccin car ils ont validé les critères nécessaires en matière de sécurité et de qualité. C'est un choix qu'on a le droit de critiquer, mais on n'a pas dit non plus hop, on saute la phase 3 et on n'attend pas les résultats. Aussi, si vous faisiez partie de ceux qui voulaient prescrire la chloroquine en n'attendant pas les méta-analyses sur le sujet, je pense que vous ne verrez pas d'inconvénient à ces décisions. J'ajouterai finalement que des effets négatifs à long terme de l'ARN messager ont peu de chances de se manifester, selon l'Office fédéral de la santé publique suisse, qui nous dit que, compte tenu des connaissances scientifiques du système immunitaire et de la réponse de l'organisme à la vaccination avec un vaccin ARN messager, la communauté scientifique est convaincue de la sécurité à long terme des vaccins ARN messagers. Nous savons, grâce aux études menées sur d'autres vaccins, que la plupart des effets indésirables des vaccins surviennent peu de temps après la vaccination. L'expérience montre que les cas d'effets indésirables graves sont très rares et se manifestent essentiellement dans une période limitée à quelques mois après la vaccination. Or, cette période est déjà couverte par les essais aux fins d'autorisation, qui courent depuis plus de 6 mois et portent sur des dizaines de milliers de personnes. Enfin bref, respirez un bon coup, relativisez, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Vraiment la fermer. Et surtout, tous les médecins, là maintenant, qui sur les plateaux enjoignent tout le monde à aller se faire piquer et insultent ceux qui refusent ou qui ont peur ou qui ont simplement des doutes. Quel médecin insulte des gens qui refusent, ont peur et ont simplement des doutes ? Dans le monde imaginaire de Bertille, il y a les vilains médecins des plateaux télé qui insultent tout le monde, et il y aurait les autres, les gentils, les vrais gens, qui refusent de se soumettre à l'inoculation du terrible vaccin. Or, personnellement, je ne suis pas pour qu'on traite tout le monde anti-vax. Franchement, quel intérêt ? En plus d'être ridicule, c'est probablement une déformation de la réalité. Maintenant, je distingue bien le militant actif et le citoyen lambda, le charlatan et celui qui se pose des questions. Personne n'a jamais dit qu'en science, douter c'était mal. Mais il y a un doute raisonnable et utile. Rien à voir avec ceux qui doutent de tout ce qui les arrange, ou utilisent le doute des gens pour servir leurs intérêts. Et cela, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi je devrais les défendre, Bertille. Et si jamais tu es d'accord avec moi pour combattre ces gens-là, bah tant mieux. Mais faudrait peut-être, dans ce cas, éviter de caricaturer les défenseurs du vaccin et dépeindre ceux qui s'y opposent comme des petites choses fragiles, effrayées par le monde qui les entoure et qui ne savent pas vraiment ce qu'elles font. Personnellement, j'évite d'infantiliser autant la population. Ce que honnêtement je trouve 40 fois plus respectable que des gens qui sautent sur les premières mesures que le ministère de la Santé donne alors qu'on sait toutes les contre-vérités qui ont eu lieu les 40, 50, 60, les milliers d'années derrière nous. Le fameux « Oh regarde, il est vraiment trop soumis. Ah ah, gros nul, il suit les ordres du gouvernement et suit les recommandations des médecins. » Non mais sérieusement, quel âge tu as ? Faut grandir et devenir un peu responsable, être plus nuancé et arrêter de moquer ceux qui acceptent de mettre de côté leur ego pour servir l'intérêt général et protéger leur propre vie. Quoi ? Juste parce que tu n'aimes pas un gouvernement, ou même tous les gouvernements qui se sont succédés, tu vas prendre le risque de mettre en péril la société ? Ta vie ? Celle de tes proches ? Personnellement, non. Mais quel vilain soumis je fais. D'ailleurs, quelle belle soumission que celle des Américains qui ont débarqué en France pour venir libérer le pays du joug de l'Allemagne nazie. Franchement, ils auraient mieux fait de rester chez eux, les cons. Quel rapport ? Mais dites-moi, quel est le rapport entre des contre-vérités qui ont eu lieu pendant des milliers d'années et le fait de ne pas aller se faire vacciner ? J'aimerais bien savoir en quoi le fait que le mensonge existe fait qu'on doit refuser de se faire vacciner. Si demain ma femme me trompe,
un pauvre cuck candole je serais, quelle serait la conséquence? Elle me ment sur tout? Toute parole qu'elle émet ou qu'elle a émise par le passé est mensonge, manipulation, faux discours? Peut-être que le lien de confiance s'érode, et il s'est probablement érodé depuis plusieurs années entre les Français et la classe politique. Mais bon, de là à penser qu'il faut douter de tout, y compris de la vaccination, il y a peut-être un juste milieu, non? Je trouve que c'est beaucoup plus stupide les gens qui sautent sur leur dose parce que ça a été officialisé que ceux qui doutent pratiquement au point d'aller jusqu'au complot. Je comprends mieux les complotistes que ceux qui sont là et qui disent amen, parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que tu refuses de comprendre. Contrairement à ce que certains pensent, être complotiste, c'est très facile. On vit constamment dans une négation de la réalité, rien des consensus de notre société n'est réel. Il faut douter de tout, mais jamais, au grand jamais, il ne faut douter de notre propre parole, de notre vision personnelle du réel. Reconnaître qu'on a tort, ça demande un grand travail personnel. C'est difficile honnêtement. C'est questionner notre vécu, questionner qui on a été, ranger notre amour-propre. Ce n'est pas une démarche facile. Et j'en suis probablement très loin. Comme pas mal de mes camarades sceptiques d'ailleurs. Mais au moins, nous, on essaye de faire cet effort. On cherche à comprendre, on se cultive, on questionne notre vision du monde. On ne se persuade pas de tout comprendre, de tout savoir, contrairement au portrait fallacieux qu'on nous prête. Et je suis persuadé que beaucoup de gens qui se disent complotistes ne sont pas la caricature qu'on vient d'en faire. Mais ils desservent la science et ses apports et donnent de la légitimité à des charlatans. Et ça, c'est important que eux, qui souhaitent penser par eux-mêmes, en aient conscience. Soyez véritablement indépendants, doutez de tout, y compris de ce que vos amis complotistes vous disent, et arrêtez de privilégier le complot à l'incompétence ou la bêtise. Un complot à l'échelle de la France, voire du monde, rassurez-vous, avec nos réseaux sociaux actuels, ça finit par se savoir. La preuve, vous semblez bien au courant pour certains. Le problème, vous n'arrivez jamais à avoir aucune preuve de ce que vous avancez. En même temps, quand ceux que vous qualifiez d'incompétents notoires, bien plus bêtes que vous, finissent par devenir des experts de la manipulation capables de dissimuler des complots mondiaux diaboliques, on comprend mieux comment vous parvenez à débloquer des diplômes de médecine comme on débloque un succès dans Mario Kart. Et à tous les médecins qui se gargarisent d'être les avocats de ce qu'il faut faire, etc. Si jamais ce vaccin a vraiment des effets néfastes, ce qui n'est pas impossible, et vous le savez, vous pouvez être poursuivi en justice. Parce que vous aurez donné des... Les labos se lavent les mains. Vous pouvez être poursuivi en justice pour ça. Donc vous devriez la fermer en attendant qu'on sache si ce vaccin est safe ou pas, en sachant qu'on va de toute façon être obligé de le faire. Vous devriez la fermer. Et c'est tout. Eh bien, personnellement, j'assume les conséquences, Bertie. Parce que j'ai confiance dans la technologie du vaccin et en les scientifiques. Oui, c'est de la confiance, de la croyance. Mais je préfère croire en des études scientifiques et en la méthode scientifique que croire... Je ne sais même pas quelle alternative est proposée en réalité. Parce qu'à un moment, il faut faire un choix. Et refuser de choisir, c'est aussi un choix. Et ce que j'observe, c'est que le bénéfice de la vaccination est bien supérieur à celui de la non-vaccination. Oui, bien sûr, il peut toujours y avoir des accidents, des problèmes, et c'est regrettable. Mais l'erreur, ce serait de penser que, en voyant les bénéfices du vaccin, il serait préférable de prendre le risque de ne pas se vacciner, simplement pour ne pas risquer d'attraper un pépin. Vous savez quelle est la probabilité de mourir d'un accident de voiture ? Une chance sur 85. Celle de se faire renverser par une voiture ? Une chance sur 623. Celle de se noyer ? Une chance sur 1073. Celle de mourir en se faisant piquer par une abeille ? Une sur 62 950. Celle d'être tué par un chien ? Une sur 119 998. Et celle de contracter une thrombose avec le vaccin d'AstraZeneca ? Plus de 1 sur 200 000. Bref, vous l'avez compris, il y a plus de chances que vous vous fassiez tuer par une abeille ou un chien que par n'importe quel vaccin actuellement. Et si vous refusez de vous faire vacciner parce que cela vous fait peur, demandez-vous pourquoi, dans ce cas, vous ne refusez pas de prendre votre voiture, de traverser le passage piéton ou de vous baigner à la piscine ou dans la mer. De la même façon, peut-être que vous avez déjà pris des antibiotiques. Vous savez quelle est la probabilité de faire une réaction allergique sévère à ces derniers ? 254 sur 1 million. Et est-ce que vous saviez que le risque de faire une allergie sévère en recevant un anesthésique est de 100 sur 1 million ? Dans le cas du vaccin Pfizer, ce risque est 10 fois moins élevé. Il est de seulement 11 sur plus de 1 million. Pour autant,
Est-ce que vous refusez de recevoir un anesthésique lors d'une opération ou lors d'un accouchement? Est-ce que vous refusez de prendre des antibiotiques si on vous les prescrit? Non. Alors, pourquoi refuser ce vaccin? Aujourd'hui, vous avez plus de chances de mourir de presque n'importe quelle activité du quotidien que du vaccin. Posez-vous donc les bonnes questions. Pourquoi je refuse? Pourquoi je refuse d'être vacciné pour un virus qui a décimé plus de 110 000 personnes en France et a un taux de létalité de 5 pour 1000 personnes? Et ceci alors que le vaccin présente des risques plus que minimes de me faire du mal. Pourquoi je préfère prendre le risque de contracter ce virus plutôt que de me faire vacciner? Alors, dites-moi, chers sceptiques de la vaccination, pourquoi refuser? Je suis sûr que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que c'est le meilleur choix pour vous et pour les autres. L'homme n'a pas survécu et ne s'est pas hissé en haut de la chaîne alimentaire en se laissant faire par la nature, mais en la domptant. La nature ne garde pas en vie les plus attentistes, mais bien ceux qui prennent leur destin en main, s'adaptent à leur environnement, utilisent leur intelligence et font confiance aux avancées de la science et de la médecine. À vous de voir, est-ce que vous préférez regarder impuissant la nature se jouer de vous, ou alors, pour une fois, agir? Agir pour votre survie, celle de vos proches et celle de l'espèce. Encore une fois, je sais que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre la signification des probabilités que j'ai énoncées précédemment. Vous n'êtes pas des animaux, vous n'êtes pas des imbéciles. Vous êtes des êtres doués d'intelligence et de raison, et aujourd'hui, il est temps pour vous de choisir. Choisir de prendre un risque minime pour éviter d'en contracter un plus grand. Si vous étiez convaincu que le coronavirus n'était qu'une grippette qui tuait seulement 1% de la population, alors vous ne serez sûrement pas effrayé par un vaccin qui ne tue presque personne sur des millions d'autres. Aussi, je vous inviterai à aller consulter une vidéo de Lay de Science for All qui explique bien que raisonner tout le temps en termes de résultats, c'est fallacieux. Si un coup au poker me fait perdre 1% du temps, mais gagner les 99% du temps restant, le jouer est une bonne idée. Et le perdre ne signifie pas que vous avez commis une erreur, parce que dans 99% des cas, vous auriez gagné. Et l'erreur serait de penser que puisque vous gagnez à la suite d'un coup que vous n'aviez que 1% de chance de gagner, alors ce coup était plus intelligent que celui où vous gagnez 99% du temps. Maintenant, à vous de réfléchir. D'après vous, est-ce que vous prenez plus de risques en vous faisant vacciner ou en contractant le coronavirus? Et est-ce que la société et vos proches bénéficient plus de votre vaccination que de votre non-vaccination? Je pense que la réponse à ces questions est déjà très claire et que, au fond de vous, vous la connaissez vous aussi. Et c'est pourquoi je m'en remets à votre intelligence, tous ceux qui hésitent. Ne vous laissez pas séduire par ce type de discours qui cherchent à vous manipuler. Faites le meilleur choix pour vous, pour vos proches et pour les autres. Parce que donner des conseils sur quelque chose dont on ne connaît pas les effets à long terme, c'est vraiment de la bêtise et de la croyance pure et simple. Et on a déjà assez de problèmes avec les croyances. Je suis d'accord avec cette dernière phrase. On a déjà assez de problèmes avec les croyances. Bon, sur ce, il faut bien conclure. Et que dire? Tout d'abord, je voudrais faire la promotion d'une vidéo de Jordanix sur le sujet. Un très bon youtubeur qui, on peut le dire, a pondu une vidéo magistrale. Jordanix, fais-moi des gosses. Jordanix, que j'ai découvert sur la chaîne de Daimon, qui récemment s'est fait striker parce qu'il a laissé la parole à un anti-vaccin sur sa chaîne. Comme quoi, vous voyez, les pro-vaccins sont moins sévères que YouTube et donnent la parole aux anti. Parce qu'on n'est pas là pour se convaincre soi, mais bien pour vous convaincre vous. Et puis, vous connaissez le dicton, jamais 203. C'est pourquoi je vous recommande d'aller voir la chaîne de celui qui a fait connaître Jordanix à Daimon, le talentueux Jean-Philippe t'explique, qui a tout de même un nombre d'abonnés bien trop faible par rapport à ce qu'il nous propose. Donc n'hésitez pas à aller tous les soutenir, vous ne le regretterez pas, j'en suis certain. Autrement, que dire sur cette vidéo de Bertie Pense? Quel dommage. J'en ai vu des gens qui ont placé leurs espoirs en elle, qui l'ont encouragée, et quelle déception ils doivent ressentir en voyant ce torchon de vidéo qu'elle a sorti. La vidéo est vulgaire, n'a pas de source, a un fond faiblard. Son ton est péremptoire et hautain, et les phrases se ponctuent de ta gueule qui n'apportent même pas une rythmique bienvenue. Bref, cette vidéo n'a pas lieu d'être. Surtout quand l'argumentaire consiste limite à dire « Un jour il y a eu un problème avec la viande dans un supermarché, pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre la crainte des gens sur les framboises ?» Ou encore « On nous a déjà menti une fois, donc on nous ment sûrement de nouveau. » C'est caricatural, certes, mais je suis pas loin de penser que ça y ressemble. Cher Bertie, j'espère donc que tu seras capable d'être en adéquation avec le nom de ta chaîne et de penser. Penser aux conséquences de tes actes. Rassure-toi,
Tu es loin d'être l'une des pires, mais tu participes à alimenter ce climat de défiance qui n'est ici, comme tu peux le voir, justifié par pas grand-chose. S'il te plaît, prends le temps d'y réfléchir et de comprendre en quoi ce type de contenu est une épine dans le pied pour notre société. Autrement, que veux-tu que je te dise ? Bonne continuation et bonne chance pour la suite. Les gens ont désormais un aperçu de ce que tu peux sortir comme vidéo, et vu que tu n'es pas encline à remettre en question tes propos et ta méthodologie, tes spectateurs savent désormais à quoi s'attendre. Heureusement, j'ai de l'espoir que tu seras en mesure de comprendre ton erreur et de la rectifier à l'avenir. Autrement, cher public, je vous dis bienvenue à vous sur la chaîne Retard Fragile. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si c'est bien le cas, alors n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de l'amour et à vous abonner. Et promis, j'essaierai de baisser niveau de violence les fois d'après. J'essaye de progresser, moi aussi. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Retard Fragile et je vous dis à la prochaine. Ciao!